Donc, merci de vous être déplacé et d'être venu pour la présentation. Donc, je me présente, Patrick Dagenet, je suis le coordonnateur à l'environnement pour la MRC Montcalm. L'objectif de la présentation ce soir, ça va être un peu, on va parler de l'importance d'avoir une bonne gestion de nos matières résiduelles ou ultimement, en d'autres termes, si on veut reformuler, basé sur nos performances au niveau de la gestion des matières résiduelles des dernières années, on pourrait intituler la présentation « Vos taxes dans vos poubelles ». Donc, on va traiter de l'aspect financier, justement, qui vient avec une mauvaise gestion. Quand je parle de mauvaise gestion des matières résiduelles, ultimement, on parle principalement de faire un mauvais tri de nos matières, qu'on parle secteur résidentiel à la maison, donc vos matières chez vous, secteur industrie, commerce, institution, à votre travail, par exemple, puis le secteur de la construction, rénovation, démolition. Donc, ultimement, matière résiduelle, chaque résidu que vous vous apprêtez à jeter, éventuellement, s'il n'est pas jeté au bon endroit, s'il n'est pas déposé dans le bon bac, à ce moment-là, on parle d'un mauvais tri, puis éventuellement, ce mauvais tri-là va se traduire par des pertes, des pénalités financières. C'est ça qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui. L'impact financier de mal trier. Je vais présenter certaines statistiques d'élimination pour mettre un peu en évidence de quel ordre de grandeur on parle quand on dit justement, OK, un mauvais tri, une mauvaise performance en gestion des matières résiduelles, des coûts plus élevés. On chiffre ça à combien? Donc, ça va permettre de donner une petite idée de l'ordre de grandeur des différents éléments qu'on va aborder dans la présentation. Puis, je vais terminer avec certains outils pratico-pratiques d'aide au tri pour éventuellement, OK, oui, c'est le fun. On a assisté à ta présentation, Patrick, on est conscientisé, on veut mieux trier nos matières, donc porter une attention particulière, mais maintenant, comment on fait ça, où on a accès à l'information sans avoir à suivre des cours à pu finir. Donc, il y a certains outils qui sont quand même faciles d'accès, qui sont gratuits, qui peuvent être intéressants, donc on va les regarder rapidement là, à la fin de la présentation. Si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à m'interrompre. On fera aussi une période de questions à la fin, là, mais ça va être plus intéressant si c'est interactif puis que vous posez vos questions directement que si vous les gardez pour la fin puis qu'à ce moment-là, vous les oubliez ou c'est peut-être rendu moins frais dans la mémoire de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, ça me faire plaisir de répondre. Donc, ultimement, de façon très, très simplifiée, si on veut, pour les besoins de la présentation et de la compréhension de tout le monde, on peut séparer les matières résiduelles qui sont générées à la maison, chez vous, en principalement 5 grands types. Il y en a un petit peu plus, mais c'est plus marginal pour les autres. Donc, on va couvrir la très grande majorité des matières que vous générez à la maison avec ces 5-là. Ultimement, ce qui va dans le bac brun, donc bon là, on liste les résidus alimentaires, les résidus de jardin, ça c'est tout ce que vous pouvez mettre dans votre bac brun qui ultimement va s'en aller à la plateforme de compostage de l'entrepreneur avec qui votre municipalité a son contrat. Actuellement, c'est EBI. Donc, ça va aller sur la plateforme de compostage d'EBI pour être converti en compost. Ça, c'est le premier type. Deuxième type, ce qui va dans le bac bleu, donc les matières recyclables, contenant emballage imprimé. Donc, c'est les 3 types de produits qui peuvent être mis dans le bac bleu. Puis, dans ces 3 grandes catégories-là, bien, ultimement, ça se décline en papier, carton, verre, plastique, métal. Mais c'est papier, carton, verre, plastique, métal, on pourrait dire c'est le type de matériel avec lequel le produit est fabriqué. Contenant emballage imprimé, c'est la fonction, on pourrait dire, du produit. Donc, si ça rentre dans une de ces 3 catégories-là et que c'est composé d'une de ces 5 types de matériaux-là, ça peut aller dans le bac bleu. Ça, c'est le deuxième type de matière. Ce qui va dans le bac noir, les déchets, c'est ce qu'on aime le moins pour de multiples raisons que vous allez voir un petit peu plus loin dans la présentation. C'est les matières qui sont non recyclables, donc ne vont pas dans le bac bleu, sont non compostables, ne vont pas dans le bac brun. Puis ce n'est pas des RDD, des résidus domestiques dangereux. Même si les RDD ne vont pas ni dans le bac bleu ni dans le bac brun, on ne peut pas non plus les mettre dans le bac noir, dans le bac à déchets, parce qu'il y a des problématiques environnementales, des problématiques de sécurité qui viennent avec les résidus domestiques dangereux. Donc, c'est géré de façon distincte, soit à travers des écocentres quand les écocentres l'acceptent,
soit comme c'est le cas au niveau de la MRC, on fait 8 collectes par année les samedis en rotation à travers différentes municipalités pour s'assurer que ces produits-là soient gérés de la bonne façon. On parle par exemple de l'essence, du diesel, des batteries, des lampes qui peuvent contenir du mercure. Donc, il y a différents types de produits qui sont considérés comme des résidus domestiques dangereux. Ça va dans aucun des 3 bacs principaux, donc dans aucune de la collecte à 3 voies qu'on appelle. Puis éventuellement, le cinquième type de résidus congénères, c'est des encombrants. Donc ultimement, je donne quelques exemples, là, matelas, meubles électroménagers. On ne peut pas les mettre dans aucun des contenants pour des raisons de taille, de poids. Souvent, bon, c'est du multimatière, donc ça deviendrait compliqué aussi certaines des voies de collecte. Donc, à ce moment-là, il y a des collectes dédiées pour les encombrants. Si on prend ces 5 types de matières-là, grosso modo, on couvre pas mal la majorité de ce que vous allez générer à la maison. Maintenant, bon, une conférence, une présentation sur bien trier ses matières résiduelles. Qu'est-ce qu'on entend ultimement par bien trier ses matières résiduelles? Si on parle de trier, donc le tri d'une matière, c'est quoi? Ça veut dire prendre chacune des matières dont vous voulez vous départir, que ce soit à la maison, au travail, et la déposer justement au bon endroit plutôt que de tout mettre en lot dans la poubelle noire. Donc, si on met tout en lot, on n'a aucun tri. Si on fait un tri optimal, bien, au terme de tout ce qu'on a jeté, recyclé, composté, bien, il n'y a absolument aucune matière qui a été mise au mauvais endroit, puis on a maximisé justement le plus possible le tri des matières pour obtenir les meilleurs bénéfices, autant environnementaux qu'au niveau monétaire. On va en parler un petit peu plus loin. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, justement, puis qu'est-ce que ça veut dire bien trier ces matières? Bien, c'est ce que je venais juste de dire, c'est pour qu'au final, on n'aille aucune matière qui a été mise au mauvais endroit. Donc, aller chercher l'information, parce que ça demande quand même un effort, justement, on n'est pas tristement avec la science infuse de comment on fait un bon tri des matières. Donc, aller chercher l'information pour savoir où la matière dont je veux me départir doit aller. Puis développer le réflexe justement à chaque fois qu'on veut jeter un item ou le recycler ou le mettre au compostage, se poser la question, est-ce que ça va vraiment là? Donc, est-ce que cet item-là que je veux jeter, est-ce qu'il irait plutôt dans le bac bleu ou dans le bac brun si je m'apprête à mettre dans le bac noir? Est-ce que ça pourrait plutôt aller à l'éco-centre? Est-ce que c'est un RDD qui ne doit pas aller dans le bac noir, dans aucun des bacs à vrai dire? Est-ce que c'est un article usagé mais encore fonctionnel que je pourrais plutôt donner ou vendre ou réutiliser dans un autre usage? Donc, vraiment essayer de réduire au maximum ce qui va se retrouver dans le bac noir pour qu'au final, bien, la quantité de matière, le tonnage qu'on va avoir jeté à la fin de l'année dans notre bac noir, que ça soit le plus faible possible. Puis, pourquoi je parle du bac noir, mais ce qu'on va mettre dans les 2 autres bacs est tout aussi important parce qu'au final, même si on veut minimiser l'objectif de la gestion des matières résiduelles, s'il y en avait juste un, ça serait de minimiser au maximum ce qui s'en va dans le bac noir puis qui va aboutir dans les lieux d'enfouissement technique, les dépotoirs. Mais c'est autant important de faire attention à ce qu'on met dans les 2 autres bacs, le bac bleu, le bac brun, parce que ultimement, si ce que je mets dans le bac bleu, ça n'allait pas là, bien, je peux contaminer le chargement au complet éventuellement du camion qui va être traité comme un rejet au centre de tri. Puis éventuellement, au lieu d'avoir juste mon bac à moi qui était contaminé puis qui est rejeté, bien, ça peut être l'ensemble du chargement du camion. D'où le pourquoi, justement, se poser les bonnes questions puis aller chercher l'information. Puis ça va être les outils que je parlais tantôt qu'on va regarder à la fin de la présentation qui peuvent aider justement à développer ce réflexe-là de comment s'améliorer dans notre tri. Est-ce qu'on est bon maintenant pour trier, sachant qu'est-ce que ça implique de faire un bon tri? Des données qui ont été compilées par Recycle Québec en 2020, donc quand même relativement récent. On voit ici, sous forme un peu schématisée, là, le pourcentage relatif de chaque type de matière qu'on retrouve dans la poubelle noire commune du Québécois moyen. Donc, de vous, de moi, de la moyenne des Québécois. Ultimement, presque la moitié du bac, 46%, c'est des matières organiques. Donc, on considère ça comme un mauvais tri qui aurait plutôt dû être mis dans le bac brun. Ils ont été mis par erreur dans le bac noir.
22%, donc entre le cinquième et le quart, qui sont des matières recyclables, qui auraient dû être mis dans le bac bleu, mais qui ont été mis dans la poubelle. 10% de résidus de CRD, c'est le secteur construction, rénovation, démolition. Donc, ultimement, 10% de la poubelle moyenne, ça se trouve être ces résidus-là. On peut parler du bois de construction, du bois d'œuvre, du béton, des agrégats, des bardeaux d'asphalte. Donc, c'est tous des exemples de types de résidus de construction, rénovation, démolition. 9% du textile, donc vêtements. 6% des encombrants. 1,5% des résidus domestiques dangereux, l'acronyme RDD, pour qu'au final, ce qu'on pourrait, puis là je l'ai mis un peu entre guillemets, puis je l'ai moi-même nommé vrais déchets, ultimement, ce que dans un monde idéal, on aimerait avoir dans nos poubelles, en ce moment, ça représente juste 5,5% du contenu des poubelles. C'est ce qui est, soit qu'il n'y a aucune autre filière justement de valorisation possible, soit que si jamais c'était possible d'en avoir, les coûts seraient tellement démesurés, disproportionnés, que ça ne serait pas rentable justement de développer ces filières-là. Donc, ultimement, ce qu'on peut considérer comme des vrais déchets de façon réaliste et pratique, c'est seulement 5,5%, donc à peu près un vingtième de ce qu'on remplit dans nos poubelles. Le reste pourrait être trié de façon plus optimale. Puis soit une partie, on voit, on a un 68% déjà qui pourrait être détourné juste dans les 2 autres bacs qu'on a sur le coin de notre rue sans demander d'autres efforts. Et le reste du manque à gagner, ben oui, ça implique un petit peu d'effort. Les textiles, aller dans des cloches pour les dons de vêtements, dans les églises, dans les organismes communautaires, peu importe où ils les récupèrent. Résidus de CRD, encombrants RDD, les écocentres ou les collectes dédiées. Donc, il y a quand même une partie qui demande une plus grande volonté citoyenne, mais qui est quand même assez facile à réaliser quand on parle justement d'écocentre ou de faire 10 minutes de véhicule pour aller porter son sac de linge au bon endroit. Mais facilement, on a un 68% qui, sans même avoir à sortir de votre terrain, on serait en mesure justement de détourner ces matières-là de l'enfouissement, ce qui serait déjà un immense gain financier et environnemental. Parlant de ces gains-là, justement, pourquoi ça vaut la peine de prendre le temps de se renseigner pour bien trier ces matières? Parce qu'au final, c'est gagnant pour tout le monde. Autant côté environnement, comme je parlais tantôt brièvement, il y a certains types de matières, dont les résidus domestiques dangereux, les RDD, qui sont des contaminants, c'est toxique. Ça peut être toxique donc pour les sols, les eaux, les animaux. Donc, il y a une multitude de problématiques écotoxicologiques qui viennent avec les résidus domestiques dangereux, d'où le pourquoi ils ont vraiment une filière de valorisation puis de récupération dédiée. Les matières organiques qui vont être jetées dans le bac noir plutôt que dans le bac brun vont générer des quantités de gaz à effet de serre qui sont beaucoup plus importantes que si c'est mis dans le bac brun. Le principe, sans rentrer dans le détail pour garder ça simple, ultimement, la plateforme de compostage, il y a de l'aération qui est faite à travers le compost, donc la décomposition se fait en présence d'oxygène. Ça limite vraiment énormément les gaz à effet de serre qui vont être rejetés par le processus de décomposition de la matière organique. Si ce n'est pas fait, donc si la matière organique est plutôt mise dans le bac noir, ultimement se ramasse au lieu d'enfouissement technique le dépotoir. On peut dire dépotoir pour simplifier la chose pour la fin de la présentation. Là, ça va se décomposer de façon anaérobie, donc sans présence d'oxygène, donc ça va être enterré avec tous les déchets, il va y avoir du recouvrement journalier qui va être mis par-dessus pour justement éviter que ça parte au vent, les vermines, donc les dépotoirs ont différentes contraintes, ils doivent procéder à du recouvrement journalier. Donc, ultimement, la matière organique n'est pas en contact avec l'oxygène. Dans ce cas-là, elle va générer de façon beaucoup plus importante des gaz à effet de serre qui, éventuellement, on le sait, contribuent au changement climatique puis ont d'autres problématiques pour l'environnement. Puis, éventuellement, les plastiques aussi qui sont jetés dans la poubelle puis qui se ramassent au dépotoir au lieu d'être dans le bac bleu puis éventuellement dans un centre de tri où ils vont être gérés de la bonne façon.
Ben, justement, dans les dépotoirs, avant les épandages de recouvrement journalier, ben, dans le temps que ça prend, ultimement, avec le vent, ces plastiques-là peuvent être emportés, puis là, on peut les retrouver partout où on les veut pas, dans les cours d'eau, dans les champs, où ça peut nuire à la machinerie agricole. Donc, c'est différentes problématiques, plus catégorie environnementale qu'on peut associer à un mauvais tri des matières. Puis éventuellement, si on tombe dans le côté plus financier, monétaire, c'est que ce qui coûte le plus cher à gérer, c'est la poubelle, c'est le bac noir. Fait au prorata, tonne pour tonne, il n'y a rien qui coûte plus cher à votre municipalité de gérer que ce que vous mettez dans votre bac noir. Donc, ultimement, les RDD sont à part. Là, quand je dis prorata, tonne pour tonne, les RDD, c'est vraiment particulier, mais c'est des quantités beaucoup plus faibles en termes de tonnage. Là. Mais sinon, entre les trois bacs, ce qui coûte le plus cher à la tonne, c'est définitivement le bac noir, la poubelle. La perte financière, elle s'opère de deux façons. Encore là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu complexe, mais juste pour vous mettre en contexte, il y a un programme du gouvernement qui est le programme de redistribution aux municipalités des redevances à l'élimination. Ce que le gouvernement a décidé de faire il y a plusieurs années pour inciter les municipalités, les citoyens à essayer de faire un meilleur tri, à mieux gérer leur matière puis à en jeter le moins possible. À travers ce programme-là, ils se sont dit on va récompenser les municipalités basées sur leur performance à l'enfouissement. Donc, pour garder ça simple, la performance à l'enfouissement, disons, moins on enfouit de tonnage par habitant, donc c'est quand même fait en relation, c'est normal, plus on a d'habitants, plus on voit un gros tonnage. Mais plus le tonnage par habitant est faible, plus la municipalité a été considérée performante, plus elle va aller chercher une grosse part du gâteau qui est redistribué de ce programme-là. Puis ce programme-là, les fonds où il va les chercher, c'est à chaque tonne de déchets qui est enfoui au Québec, peu importe que ce soit à travers votre contrat municipal, que ce soit un entrepreneur avec un contrat privé, chaque tonne qui s'en va dans un dépotoir, il y a une redevance qui est payée par justement le dépotoir, bon, qui est refacturée au client, mais le dépotoir doit, cette année, c'est 30 $ la tonne. Pour chaque tonne de déchets qui rentre au dépotoir, il y a 30 $ qui est envoyé au gouvernement dans, appelons ça un fonds vert, pour garder les choses le plus facile à suivre possible. Puis à la fin de l'année, c'est les montants de ce fonds vert-là qui sont redistribués à toutes les municipalités du Québec basés sur leur performance. Donc celles qui ont enfoui moins à travers un meilleur tri, à travers différentes mesures qu'ils ont mis en œuvre pour minimiser ce qui envoie au dépotoir, bien, comme je disais tantôt, ils reçoivent une plus grosse part du gâteau. Donc, ça vient faire mal à deux niveaux, parce que non seulement si je ne trie pas mes déchets de la bonne façon, puis je mets dans le bac noir ce qui allait dans le bac bleu, bien, le bac noir, il me coûte plus cher à gérer que le bac bleu déjà en partant. Mais en plus, parce que j'ai mal trié mes matières puis je l'ai mis dans le mauvais bac, je vais avoir un moins gros, votre municipalité va avoir un moins gros montant de redevance à la fin de l'année. Donc, votre municipalité va laisser de l'argent sur la table, que c'est d'autres municipalités du Québec qui ont fait plus d'efforts pour bien gérer leurs matières résiduelles qui vont aller chercher cette part du gâteau-là. Donc, on a une double perte financière à chaque fois qu'on ne fait pas le bon tri d'une matière. Les matières résiduelles, au final, qu'on fasse un bon tri, qu'on fasse un mauvais tri, il va falloir qu'ils soient ramassés. C'est une question de salubrité. Puis, au final, ben, c'est payé à travers vos taxes. Donc, ce qu'on se mentionnait dans le titre initialement de la présentation, vos taxes dans vos poubelles, ça revient à dire le moins bon on est d'en faire un effort de tri optimal, le plus on va payer cher, laisser de l'argent sur la table, qui est ultimement ce système-là financé par vos taxes. Donc, éventuellement, ben, c'est soit pour pallier le manque à gagner, ça peut être à travers des augmentations de taxes, soit ça peut être à travers la diminution d'autres services qui sont appréciés des citoyens. Mais à un moment donné, comme tout le monde le sait, bon, l'argent, ça ne s'invente pas, on ne l'imprime pas. Donc, à ce niveau-là, ben, ça finit par être des pénalités pour vos finances, vos services. Malheureusement, les municipalités n'ont pas le choix avec les contraintes financières dans lesquelles ils doivent opérer. Si on tombe un petit peu plus dans les statistiques, puis là, j'ai quand même essayé de garder ça léger puis compréhensible. C'est juste des gros ordres de grandeur, les tendances des dernières années, pour quand je parlais tantôt d'essayer d'avoir des chiffres pour pouvoir figurer de quel ordre on parle. Cette fameuse subvention-là dont je viens de parler, le programme de redistribution aux municipalités basé sur la performance, si on regarde depuis 2017, donc entre 2017 et 2021, qui étaient les données disponibles à l'heure actuelle,
À grandeur de la MRC de Montcalm, entre 2017 et 2021, on a augmenté de 6 le niveau le montant justement de ces redevances-là. Donc, OK, c'est intéressant en ce sens qu'on se dit, bon, on a 6 plus d'argent basé sur justement les redevances qui nous ont été octroyées par rapport à 2017. Par contre, si on veut vraiment pouvoir faire une comparaison de ce que ça veut dire qu'on a bien fait ou pas si bien, c'est de se comparer à la moyenne de la Naudière. Puis là, dans la présentation, je prends justement, je vais toujours comparer Montcalm, Saint-Roch-de-la-Chigan à la moyenne de la Naudière. C'est un petit peu plus compliqué que ça, le calcul du ministère, là, pour savoir le programme justement pour comparer des municipalités avec des situations similaires. Juste pour faire un exemple simple, les îles de la Madeleine n'auront jamais le même contexte de gestion des matières résiduelles qu'on a à Saint-Roch-de-la-Chigan, par exemple. Donc, ils ne peuvent pas être évalués exactement sur la base des mêmes critères. Donc, il y a différents groupes qui sont formés pour comparer des pommes avec des pommes, des patates avec des patates, pour déterminer cette performance-là que je parlais, qui est ultimement ce qui va donner le montant de la redevance que la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan va recevoir. Pour garder ça simple, comparons Montcalm à la Naudière, c'est quand même une bonne approximation, même si ce n'est pas là, 100% de cette façon-là que c'est calculé. Donc, je disais, Montcalm, par rapport à la Naudière, on a augmenté de... On était 5 plus élevé en 2017. On est rendu 4 plus bas en termes de montant par habitant en 2021. Donc, oui, de façon empirique, si on veut, en 4 ans, Montcalm a quand même des subventions qui sont 6 plus hautes. Donc, ultimement, c'est intéressant parce qu'on a un plus gros montant. Sauf que ce que ça témoigne, c'est que ultimement, c'est juste que le montant qui a été redistribué par le Québec à travers toutes les municipalités était plus grand parce que ultimement, on était 5 meilleur que la moyenne. 4 ans plus tard, on est 4 moins bon que la moyenne. Fait que ce que ça veut dire, c'est juste qu'il y avait plus d'argent à distribuer, puis quand je dis Montcalm, c'est le cumul des 10 municipalités locales, bien, on en a plus laissé sur la table qu'on aurait été capable d'obtenir. Donc, une perte de notre performance, on va le formuler de cette façon-là, sur la période 2017 à 2021. Ça veut dire que les municipalités avec qui on était en compétition pour aller chercher la plus grosse part du gâteau possible, réalistement, ils ont fait plus d'efforts dans leur gestion des matières résiduelles. Est-ce que ça a passé à travers plus de sensibilisation, éducation, information, le genre d'événements qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que c'est passé à travers, on va aussi commencer à desservir le secteur des industries, commerces, institutions sur le contrat municipal? Il y a une multitude d'actions qui peuvent être mises en œuvre en gestion des matières résiduelles pour améliorer la performance. Ça nous donne juste un photo finish de on était meilleur que la moyenne en 2017, on est moins bon que la moyenne en 2021. Spécifiquement pour Saint-Roch-de-la-Chigan, le montant de vos subventions a baissé de 18 dans cette période-là. C'est principalement 2021 qui fait mal. Si on regarde jusqu'en 2020, c'était grosso modo kiff-kiff, une faible augmentation, mais 2020 a fait très mal sur les subventions de votre municipalité pour différentes raisons qu'on va voir un petit peu plus loin. Bon, on l'a déjà abordé, mais ça l'image peut-être de façon encore plus convaincante, pour ne pas dire choquante, le point. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un, on peut dire dans la salle, on peut dire à la grandeur du Québec, qui a déjà volontairement sorti son portefeuille, pris de l'argent, ouvert la poubelle, jeté les billets dans la poubelle, puis ultimement fait « bon, ben fantastique, une bonne affaire de régler ». Réalistement, probablement pas. Pour ne pas dire assurément pas. Par contre, inconsciemment, c'est ce qu'on se trouve à faire, vous, moi, puis je dis moi parce que j'ai beau être un spécialiste en gestion des matières résiduelles, j'ai pas la science infuse non plus, puis même moi, je me sers de certains des outils encore que je vais vous présenter à la fin de la journée pour OK, ben telle matière, je suis pas certain, je pense que, mais je vais aller contre-vérifier. Fait qu'ultimement, même moi, je fais encore des erreurs de tri. Puis à chaque fois qu'on fait ces erreurs-là, bien, même si ce n'est pas directement sortir de l'argent de nos poches puis le mettre dans nos poubelles, pour les raisons qu'on a parlé tantôt, ça revient à ça. C'est une partie de vos taxes qui est mise dans payer les poubelles plutôt que donner d'autres services qui seraient plus appréciés ou éventuellement limiter des augmentations de taxes, baisser les taxes. Donc, c'est de l'argent qui est gaspillé sans le faire volontairement, évidemment.
Mais d'où le pourquoi c'est important de se renseigner puis d'essayer justement de faire le mieux possible, autant pour l'aspect environnemental qu'on a parlé, autant pour l'aspect financier pour votre municipalité, mais également pour vous dans votre quotidien au jour le jour. Si on regarde les statistiques d'élimination des dernières années, donc quand on se compare, on se désole, c'est un peu le constat qu'on est en mesure de faire. Encore là, bon, un petit peu plus de statistiques, mais j'essaye de garder ça quand même léger, entre parenthèses, dans la mesure où des statistiques sur la gestion des matières résiduelles peuvent être légères. Le premier graphique ici qu'on voit, c'est le taux d'enfouissement total, donc en kilogrammes par habitant par année, pour la MRC Montcalm, la ligne bleue, la Lanaudière, donc la moyenne de Lanaudière. Puis quand je parle de la moyenne de Lanaudière, j'ai exclu les données de Montcalm, donc vraiment pour ne pas venir biaiser en fonction de notre performance à nous. Donc, Montcalm, la ligne bleue, la ligne rouge, la moyenne de Lanaudière, excluant les résultats de Montcalm, puis la ligne verte spécifique à Saint-Roch-de-la-Chilienne. Donc, ce qu'on voit pour ce fameux kilogramme par habitant par année, qu'on va dire qui est la donnée magique que le ministère va utiliser pour déterminer est-ce que vous avez été bon puis je vous redonne plus d'argent ou vous n'avez pas été bon puis je vous en donne moins. 43 000 tonnes au total ont été enfouies par la MRC Montcalm, le cumul des 10 municipalités locales. Ça se traduit basé sur la population qu'on a. Si on traduit ça en kilogrammes par habitant par année, 707 kg par habitant par année en 2021. Ça, c'est la moyenne de Montcalm, la moyenne de nos 10 municipalités. Saint-Roch-de-la-Chilienne, en 2021, 2234. C'est ce qui fait vraiment monter la ligne verte de façon exponentielle. Possiblement, puis là, je n'ai pas de données pour le confirmer. Mon interprétation, pour connaître un peu le milieu, je dirais qu'il y a probablement un gros impact du boom, la bulle immobilière, le boom immobilier, développement du secteur industrie, commerce, institution. Ça génère beaucoup de résidus de construction, rénovation, démolition, les résidus CRD qu'on parlait tantôt, le bois, le bardeau, le béton, etc. Puis éventuellement, on a un graphique plus loin spécifique au CRD, puis c'est là qu'on voit que justement, c'est la partie qui vous fait mal. Donc, c'est ce qui vient expliquer cette augmentation-là, puis ce 2234 kg par habitant qui est absolument astronomique. Si on se compare aux moyennes, si on regarde la moyenne de Lanaudière pour 2021, c'était 665 kg par habitant. L'objectif du gouvernement, qui serait à atteindre pour 2023, donc pour maintenant, c'était 525 kg par habitant. Clairement, on n'atteindra pas cet objectif-là, mais ça reste la cible fixée par le gouvernement. Puis, ultimement, si on prend l'exemple du plan de gestion des matières résiduelles, la MRC de Montcalm a dû réviser son plan de gestion des matières résiduelles. Et on vient d'avoir, il y a quelques mois, le go de Recycle Québec, comme quoi, oui, parfait, votre plan est conforme. Donc, dans les prochains mois, vous allez entendre parler de ce nouveau plan-là, des mesures qui vont vous impacter. Pour que ce plan-là soit considéré conforme, il faut qu'il permette justement de tendre vers l'atteinte des différents objectifs gouvernementaux. Le 525 kg par habitant en est un. Donc, on est quand même loin de l'objectif, beaucoup d'efforts à faire. On a quand même une différence significative avec la moyenne de Lanaudière. Ça veut dire que la moyenne des municipalités de Lanaudière font plus d'efforts dans leur gestion des matières résiduelles que ce qui est fait en moyenne à Montcalm. On parle toujours des moyennes ici. Puis si on compare 2015 par rapport à 2021, on voit qu'à Montcalm, notre taux d'enfouissement a augmenté de presque 30 %. Donc, ce qui est vraiment une grosse augmentation pour une période aussi courte que 2015 à 2021. Si on regarde pour la moyenne de Lanaudière, ils sont restés stables. Donc, déjà là, on voit un peu où le bas commence à blesser. C'est qu'on est en compétition pour aller chercher la plus grosse part du gâteau possible que je parlais tantôt avec les autres municipalités de Lanaudière. Pour faire ça, il faut enfouir le moins possible. Sur la période de 2015 à 2021, la moyenne de Lanaudière est restée stable dans son taux d'enfouissement, alors que la moyenne de nos 10 municipalités à Montcalm a augmenté son taux d'enfouissement de presque 30 %. Donc, c'est évident qu'on laisse de l'argent sur la table et que nos redevances à l'élimination diminuent.
Si on regarde, bon, Saint-Roch-de-Lachignan, je l'ai mis à l'augmentation de 216%, mais encore une fois, c'est fortement dû à l'année 2021. Par contre, si on regarde même l'année 2020 sur le graphique, on avait déjà une hausse significative, puis on a déjà une moyenne à Saint-Roch-de-Lachignan qui est plus élevée que ce qu'on remarque autant pour Montcalm que pour la Naudière. Donc, définitivement, des efforts. Oui? C'est c'est les deux, à vrai dire. C'est les matériaux de construction qui se sont ramassés au dépotoir. Fait que ça, on va voir dans un graphique plus loin, il y a la performance spécifique au secteur résidentiel. Fait qu'ultimement, l'exemple que vous donnez, est-ce que c'est parce que moi, à la maison, j'ai mal trié, puis éventuellement, au lieu d'apporter mon bois à l'éco-centre, je l'ai mis dans le bac à déchets? Ça, c'est une partie de la problématique. Pas la plus importante. La plus importante, c'est l'autre portion, c'est les deux autres secteurs, donc secteur industrie, commerce, institution, puis secteur construction, rénovation, démolition, où ultimement, ces secteurs-là, si eux décident pas par eux-mêmes, par souci environnemental, de dire, moi, je vais bien gérer mes matières, puis je vais aller les porter dans un centre de tri de matériaux CRD, construction, rénovation, démolition, pour que ça soit bien trié. Puis comme la majorité des chantiers qu'on voit au Québec, c'est pas propre à Saint-Roch-de-Lachignan, c'est le cas partout, bien, ultimement, les entrepreneurs, pour des raisons financières, c'est moins rentable, pour des raisons d'espace, je suis pas capable d'avoir une démultiplication des conteneurs sur mon chantier, bien, j'ai un conteneur où tout s'en va pêle-mêle, puis ça s'en va tout au dépotoir. Fait que, ultimement, ça rentre dans les statistiques aussi. Par contre, je vais faire une petite aparté, là, ça n'impacte pas la portion CRD, les trois secteurs que je parlais tantôt, résidentiel, ICI, industrie, commerce, institution, puis CRD. La portion CRD n'impacte pas le montant de la redevance à l'illumination. Donc, ce que les municipalités reçoivent, la fameuse part du gâteau que je parle depuis tantôt, n'est pas impactée par le secteur CRD. Le ministère parle depuis quelques années de le rentrer dans le calcul. Donc, pour l'instant, on reste stand-by à savoir si ça va se faire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, le secteur ICI, oui. Le secteur résidentiel, oui. Puis ça, c'est spécifique au montant de la subvention que je parlais. Maintenant, si on parle justement le taux d'enfouissement kilogramme par habitant par année, bien à ce moment-là, oui, ce qui est enfoui par le secteur CRD, ça vient rentrer dans ce total-là, même si ça n'impacte pas le montant de la redevance. C'est le secteur construction, rénovation, démolition. Oui. Oui. Mm-hmm. Ça, ça peut être envoyé dans un centre de tri qui vont faire le tri. C'est pas toujours le cas, pour ne pas dire rarement à plusieurs endroits. Ce qui est beaucoup plus facile pour avoir un bon tri des matières, c'est d'avoir un pré-tri justement de ces matières-là. Donc, ultimement, d'avoir le bois dans un conteneur, le bardeau d'asphalte dans un autre conteneur, un peu ce que les éco-centres font. Donc ça permet d'avoir un meilleur coût pour gérer la matière, ça permet d'avoir un meilleur taux de valorisation de la matière à la fin de la chaîne de valeur du cycle de vie de la matière, donc des meilleurs taux de valorisation. Ça peut être mis tout pêle-mêle, quand même envoyé dans un centre de tri comme PAVCO, pour prendre l'exemple sur le territoire de Saint-Roch-de-Lachignan. Puis éventuellement, PAVCO vont faire un tri. Par contre, si ça n'a pas été trié à la base, justement, de façon séparée, le taux de rejet chez PAVCO va être beaucoup plus important que si ça l'avait été trié à la base de façon séparée. Donc, ce taux de rejet-là, que pour raison de grosseur de matériaux, type de matériaux, densité, sans rentrer trop dans les détails techniques, il va avoir une certaine partie de ce qui est mis dans votre conteneur que PAVCO sera juste soit pas capable de trier de façon séparée pour le mettre justement dans un conteneur dédié au bois, conteneur dédié au béton, par exemple les particules plus fines qui vont être beaucoup plus difficiles à trier, ou soit qu'il n'y aura pas de valorisateur avec qui PAVCO fait affaire, puis pour qui justement c'est rentable de dire OK, bon, ben si moi je veux recycler le polystyrène, le styromousse pour prendre cet exemple-là,
ben ça va me coûter plus cher m'en départir que limite ce que je suis capable de facturer à mon client pour le recevoir. Donc à ce moment-là, ben non, je ne pourrais pas le valoriser, fait que ça va aller dans ma portion rejet. Cette portion rejet-là s'en va au dépotoir. Donc ultimement, c'est soit que le conteneur n'a pas été envoyé dans un centre de tri, puis qu'il a été directement envoyé au dépotoir pour question de simplicité, question économie de coût, parce que quand je parlais tantôt de ce qui coûte le plus cher, c'est le bac noir, c'est vrai pour votre bac noir à vous, secteur résidentiel à la maison. C'est pas nécessairement le cas pour les industries, commerces, institutions, c'est pas nécessairement le cas pour le secteur justement CRD, parce que pourquoi le bac noir nous revient, c'est ça qui revient le plus cher, c'est à cause que la redevance d'élimination, la part du gâteau que je parle depuis tantôt, bien ça permet d'amortir justement une partie des coûts. Les coûts de la matière qu'on met dans le bac bleu, bon, le système est en réforme, il est en train de changer. C'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, fait que je vais limiter justement ce que j'ai à dire à ce niveau-là sur cette petite parenthèse-là. Mais ultimement, comment le système fonctionnait pendant les dernières années, puis qu'il fonctionne encore en 2023 comme ça, c'est que les coûts de la collecte sélective, le bac bleu, c'est remboursé pas à 100%, là, mais je dirais, pour faire une idée rough, là, à peu près 93%, c'est remboursé aux municipalités. Fait qu'ultimement, même si à la tonne sur le contrat avec l'entrepreneur, le bac bleu coûte plus cher que le bac noir, à ce qui est facturé par EDI à votre municipalité, avec le remboursement que votre municipalité a de Recycle Québec à hauteur de 93% de ce que le bac bleu a coûté, au final, le bac bleu résidentiel coûte énormément moins cher à gérer que le bac noir. Ce n'est pas nécessairement le cas pour les autres secteurs, les deux autres comme je parlais, ce qui fait en sorte que des industries, des entrepreneurs vont prendre la décision, ben regarde, pour question soit parce que ça me coûte moins cher, ou soit parce que même si ça coûterait un petit peu plus cher, ben c'est pas mal plus simple pour moi, puis j'ai personne pour bien le gérer à l'interne, ben je vais tout envoyer dans le dépotoir, puis c'est là où ça vient un peu gonfler ces chiffres-là de ce qui est envoyé au mauvais endroit, puis qui se ramasse dans le dépotoir. Ouais. Un peu pour m'expliquer le plus de 216% d'augmentation. Ouais. Je sais qu'on a vécu une tempête grave, je pense que c'était cette année-là, 2021. OK. Il y a beaucoup de dommages au niveau des maisons et des prix. Je ne sais pas si ça peut expliquer. Ça peut être une partie qui explique l'augmentation. Comme je parlais tantôt, ça peut être une partie qui est expliquée par le boom immobilier, les mises en chantier, les rénovations pour faire des flips de maison parce que c'était payant puis tout le monde se garochait sur les rénovations. Ça peut être en lien avec le développement du secteur ICI, le parc industriel. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui, individuellement, sans que j'aille accès aux données à l'heure actuelle, ont réalistement eu un impact qui, cumulé, ben, explique justement cette forte augmentation-là. Oui? Mm-hmm. Possiblement, puis là, j'ai pas accès à ces données-là, donc je spécule, possiblement que votre secteur ICI a un plus gros, vous avez un plus fort secteur ICI, par exemple, à Saint-Roch-de-la-Chilian, que ce qu'on peut avoir à Sainte-Marie-Salomé. Je vais prendre cet exemple-là, qui est très, très fortement uniquement résidentiel. Donc, si on compare, c'est toujours comparé au prorata de la population, donc kilogrammes par habitant, pour que ça soit justement un peu juste pour tout le monde. Là où c'est pas juste, puis malheureusement le système est fait comme ça, c'est que le montant que je parlais tantôt de la redevance, donc l'argent que le gouvernement va vous redonner, lui, il prend en considération le secteur résidentiel puis le secteur ICI. Fait qu'ultimement, à population égale, si on normalise vos populations à Saint-Roch-de-la-Chilian puis à Sainte-Marie-Salomé, on split ça en deux, puis il y a, là, je ne veux pas m'avancer ces chiffres, là, mais mettons que ça donne 4000 habitants à Saint-Roch-de-la-Chilian, 4000 habitants à Sainte-Marie-Salomé. Mais qu'on regarde votre secteur ICI qui est plus développé, plus d'industrie, plus de commerce, plus d'institutions versus Sainte-Marie-Salomé où ce n'est pas le cas, bien, au final, le tonnage des 4000 habitants de Sainte-Marie-Salomé, qui va être un tonnage X, disons 4000 tonnes pour garder ça simple, bien, si vous avez les mêmes pratiques de tri, que vous êtes aussi bon que Sainte-Marie-Salomé, puis que vous êtes aussi à 4000 tonnes,
mais que votre secteur ICI, qui est beaucoup plus important, en a géré 8 000, bien Sainte-Marie-Salomé, leur subvention, ça va être 4 000 tonnes. Ça va être justement 4 000 tonnes divisé par 4 000 habitants. Vous autres, ça va être 12 000 tonnes. Votre 4 000 plus le 8 000 du secteur ICI, divisé par le même habitant, parce que les ICI ne vous rajoutent pas de la population dans votre... Fait que c'est là où le bas blesse. La raison que le gouvernement a décidé de monter le programme comme ça, c'est pour justement inciter, pour ne pas dire forcer, les municipalités à inclure des mesures pour faire embarquer le secteur ICI. C'est difficile, ils n'ont pas le temps, tout est une question de coût-bénéfice. OK, oui, j'aimerais ça, bien trier mes matières, je ne suis pas contre la vertu, mais si c'est pour me coûter plus cher, si je pourrais avoir à engager une ressource pour s'en occuper, ben non, mon modèle financier ne me le permet pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est de cette façon-là que le gouvernement s'est dit, on va leur serrer la vis, on va les obliger à faire cette job-là qui est plus difficile que la portion qui traite du secteur résidentiel, qui est difficile aussi. On va le voir à travers les autres diapositives. Il y a de la job à faire sur le secteur résidentiel, mais ça reste plus facile de rejoindre le public puis améliorer les pratiques de tri au niveau résidentiel que ça l'est au niveau des deux autres secteurs, ICI, CRD. Donc, pour répondre à votre question, ça peut expliquer en partie justement ce genre de différence-là. Puis pour faire du pouce un peu sur la nature de votre question, les autres graphiques, les trois suivants, on les regarde par secteur justement de façon individuelle pour voir, OK, bon, parfait, là c'est le total, mais concrètement, qui est responsable de quoi? T'sais, sur qui on devrait taper les mains pour dire, hey, toi, tu fais pas ça comme il faut, il faudrait que tu commences à faire un meilleur effort de tri parce que c'est là qu'on va avoir le plus gros gain à aller chercher. Le premier graphique, le taux d'enfouissement résidentiel, donc spécifique à votre secteur à la maison. 18 000 tonnes enfouies en 2021 sur le 41, sur le 43 000. Si on regarde la ligne bleue qui est pour Montcalm, donc entre 2015 et 2021, une augmentation de 5 du taux d'enfouissement. Donc, pas majeure, une certaine augmentation relativement légère. Si on regarde où on était en 2015 par rapport à la moyenne de la Naudière, donc la ligne bleue par rapport à la ligne rouge en 2015, Montcalm, on avait un taux d'enfouissement résidentiel qui était 15 plus faible que la moyenne de la Naudière. On est content, c'est ça qu'on veut. Plus notre taux d'enfouissement est faible par rapport à la moyenne, plus on reçoit de l'argent à la fin de l'année, ça veut dire plus on a fait un bon tri. Si on se projette maintenant, bon, la Naudière et la ligne rouge, entre 2015 et 2021, ils ont été capables de baisser de 19 leur taux d'enfouissement. C'est un peu le même constat que ce qu'on observait dans le graphique avant, qui était le cumul des trois secteurs. C'est vrai aussi pour spécifique secteur résidentiel. Donc, la moyenne a diminué, on fait des meilleurs efforts que ce qu'on a été capable de faire à la grandeur des municipalités de Montcalm. Donc, on était 15 plus performant, on peut le formuler comme ça, en 2015. On est 5 moins performant sur notre taux d'enfouissement résidentiel en 2021. Les données spécifiques à Saint-Roch-de-la-Chillon, votre taux d'enfouissement résidentiel a baissé de 5 de 2015 à 2021. Donc, ultimement, ce que ça dit, est-ce qu'on peut continuer à le baisser encore plus? Oui, définitivement. Il y a des gros gains à aller chercher. On le voyait tantôt, la moyenne, on est à 707 kg par habitant au total. L'objectif, c'est 525. Donc, il reste beaucoup d'efforts à faire. Une portion de ces efforts-là vont venir à travers un meilleur tri de nos citoyens, justement, à la maison. Mais c'est définitivement pas pour Saint-Roch-de-la-Chillon, là où le bas a blessé, si on compare justement cette diminution-là de 5 en 6 ans versus l'augmentation de 216 dans cette même période-là pour le taux total. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un des deux autres secteurs qu'on va voir dans les diapos après qui a fait vraiment mal en termes de tonnage de déchets qui a été envoyé dans les dépotoirs, autant pour Saint-Roch-de-la-Chillon que la moyenne de Montcalm. Taux d'enfouissement du secteur ICI, donc Industrie, Commerce, Institutions, à peu près 9 000 tonnes en 2021. L'enfouissement de ce secteur-là, relativement stable à Montcalm. Donc, grosso modo, on a baissé de 2 pendant cette période-là. Pour ce qui est de la Naudière, en légère augmentation, plus 3 donc on peut quand même considérer que c'est relativement très stable. Saint-Roch-de-la-Chillon, plus 42 donc ça répond en partie à votre question. Il y a une portion de cette augmentation-là qui n'a pas nécessairement été observée dans d'autres municipalités,
qui avait possiblement un secteur ICI plus faible. Donc ici, on le voit, votre secteur ICI a fait monter de 42 le taux d'enfouissement entre 2015 et 2021. Donc oui, ça vient jouer sur le montant que le gouvernement vous redonne, étant donné que le secteur ICI rentre dans le calcul de ce montant-là. Si on compare encore une fois 2015 Montcalm versus Lanaudière, on était à 27 en dessous, donc 27 plus performant. Donc c'était le cas aussi pour le secteur résidentiel, c'est encore le cas pour le secteur ICI. Si on regarde après ça, maintenant, 2021, 31 donc encore un peu plus performant. Ultimement, pour être au courant de la gestion des matières résiduelles à travers Montcalm, je peux vous dire que ce n'est pas en lien avec une amélioration de la gestion des matières de ce secteur-là, c'est en lien avec une augmentation plus grande du secteur ICI dans les municipalités de Lanaudière de façon, si on prend la moyenne, que ce que ça a augmenté à Montcalm. Donc, ultimement, c'est pas nécessairement qu'on a fait un meilleur tri, plus d'efforts, c'est juste que le secteur ICI a grossi plus vite ailleurs qu'ici. Donc, ça nous avantage, en parenthèse, à ce niveau-là, au niveau de ce graphique-là. Maintenant, le troisième secteur, le taux d'enfouissement CRD, construction, rénovation, démolition. C'est là où on voit où la flèche de Saint-Roch-de-Lachillan monte et fait très mal. Si on regarde justement l'axe des Y, où on se situe entre 0 et 200 pour ce qui est de Montcalm et Lanaudière, puis on monte dans le 1600 et plus, donc c'est là où vraiment ça l'a fait mal. Pour les raisons qu'on a déjà évoquées, donc je les répéterai pas. Si on fait juste comparer, encore une fois, bon, Montcalm 2015 versus 2021, le taux d'enfouissement CRD a monté de 166 donc quand même une grosse augmentation. Encore là, c'est vraiment, on était stable jusqu'en 2019, 2020, 2021, c'est là qu'on a vraiment observé la hausse à travers les municipalités de la MRC. La moyenne de Lanaudière, pour cette même période-là, plus 60 donc c'est quand même généralisé que les résidus justement du secteur CRD ont augmenté. On voit que pour la moyenne de Lanaudière, c'est relativement dans la même gamme de temps, donc 2019, 20, 2021, que ça a augmenté, mais de façon beaucoup moins drastique, 60 d'augmentation versus 166 pour Montcalm, versus 379 pour Saint-Roch-de-Lachillan, qui est là où ça l'a fait vraiment mal. Oui. C'est pour ça que je parlais tantôt de la tempête d'air. Moi, sur ma rue, oui. pratiquement toutes les maisons ont changé leur revêtement. Tu sais, ça l'a amené assurément. Ça l'a amené un lot de matière. Reste à voir est-ce que cette tempête de grêle-là était très localisée à travers Saint-Roch-de-Lachillan. OK. Ça peut être ça peut être définitivement, c'est un facteur. Maintenant, je ne suis pas en mesure de calculer le pourcentage de contribution de ce facteur-là à cette hausse astronomique-là de 379 mais définitivement, il y a une partie de cette augmentation-là qui est associée à cet événement-là, parce que fort probablement que la majeure partie de ces résidus-là, justement, qui ont été arrachés, la rénovation, bien, tout ce qui a été arraché, la grande majorité s'est réalistement retrouvé au dépotoir plutôt qu'à être trié sur place, envoyé dans un centre de tri avec les bonnes filières de valorisation. Donc, oui. Définitivement. Par contre, ça, c'est vrai à la grandeur du Québec. Donc, ultimement, c'est définitivement un facteur qui est observé. Donc, ça explique en partie pourquoi le total, le premier graphique que je montais, justement, qui est le cumul des trois secteurs, oui, définitivement, ça l'a augmenté en 2021, effet post-pandémie, justement, puis c'est un très bon exemple que vous soulevez. Par contre, quand on décortique les trois derniers graphiques, ce qui est spécifique résidentiel, ICI, CRD, bien, c'est là où justement on est capable de voir, OK, qu'est-ce qui est plus propre à chaque secteur, puis qui n'est pas nécessairement à la grandeur du Québec, comme c'est le cas. Fait que, quand on voit que Montcalm, on a augmenté de 166 Lanaudière de Saint-Roch-de-Lachillan, par contre, de 379 versus Lanaudière de 60 bien, cet exemple-là que vous donnez, ça rentre dans le 60 de Lanaudière. Il y a quand même un manque à gagner après ça pour atteindre le 166 puis le 379. Pour régler ça, on
Les banques l'ont essayé récemment. Maintenant, OK, bon, ce que je disais tantôt pour essayer de chiffrer, OK, oui, c'est pas des statistiques qui sont encourageantes. Effectivement, quand on se compare, on se désole. On parle de quel ordre de coût, quel ordre de perte financière. Si on prend notre contrat actuel pour l'enfouissement, donc chaque tonne de déchets, chaque tonne que vous mettez dans le bac noir, ça coûte 61 $ à votre municipalité. Taxe exclue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat actuel vient échéance début janvier 2025. Il va falloir retourner en appel d'offres pour un nouveau contrat. Comme toutes les sphères de la société, bon, on observe grosso modo une augmentation des coûts, peut-être de l'ordre de 30-40% post-pandémie. C'est définitivement applicable aussi à la gestion des matières résiduelles. Il y a plusieurs articles qui sont sortis dans les derniers mois. Explosion de coûts, augmentation de coûts de l'ordre de 40 à 100% dans certains cas. Donc, définitivement, une augmentation des coûts à venir qui est à prévoir juste avec le fait que le contrat va prendre fin et que la nouvelle réalité est beaucoup plus dispendieuse que la réalité de 2019 où on avait renouvelé le contrat pour une période allant jusqu'à début 2025. Les redevances à l'élimination, le 30 $ la tonne que je parlais tantôt, que le dépotoir doit envoyer dans le fonds vert pour chaque tonne qu'il reçoit, que ce soit du secteur résidentiel, du secteur ICI, du secteur CRD, 30$ qu'il envoie au gouvernement pour chaque tonne. Ça va augmenter de 2 $ la tonne à chaque année. Donc l'année prochaine, on va être à 32, l'année d'après, on va être à 34, ainsi de suite. Donc ça va coûter de plus en plus cher gérer les déchets. Oui? Il est inclus dans le 61, oui. Puis si on fait une estimation grossière là, pour savoir, OK, on parle tout le temps plus en tonnes de déchets, on parle de combien de bacs noirs de 360 litres, le format standard pour constituer une tonne de déchets, à peu près 20 bacs. Grosso modo, là, le contenu de 20 bacs, on peut considérer que ça donne à peu près une tonne de déchets. En 2021, le 43 000 tonnes qu'on a vues qui ont été enfouies par nos municipalités, ben, c'est l'équivalent de 860 000 bacs de déchets pleins, bacs noirs remplis à ras-bord, qui ont été envoyés par les 3 secteurs confondus au dépotoir. Si on fait juste prendre ce montant-là, puis qu'on applique le 61 $, ben, c'est une facture de plus que 2,6 millions juste pour l'année 2021, uniquement pour l'enfouissement des déchets. On ne parle pas des coûts qui sont associés à la collecte, on ne parle pas des coûts qui sont associés à campagne d'information, sensibilisation, éducation pour essayer justement de faire un meilleur tri. Donc vraiment juste ce que EBI facture aux municipalités pour gérer les déchets qu'il a reçus pendant l'année, 2,6 millions. Donc c'est des gros montants. Comme on l'a brièvement abordé tantôt, les coûts qui sont associés au bac bleu sont remboursés en quasi-totalité, 93% et plus dans certains cas. Donc, c'est définitivement pas là où ça fait mal ce qu'on met dans le bac bleu. Par contre, au contraire, c'est là où ça fait doublement mal ce qu'on a mis dans le bac noir et qui aurait dû aller dans le bac bleu. C'est que là, le bac noir me coûte une fortune, le bac bleu me coûte presque rien. Fait que je ne veux pas booster mon tonnage dans mon bac noir avec ce que j'aurais pu gérer pratiquement sans frais dans le bac bleu. Pour ce qui est du bac brun, le compostage, les coûts qui sont associés au bac brun sont plus faibles que ceux qui sont associés au bac noir. Donc, ultimement, encore une fois, chaque tonne de déchets qu'on trie au mauvais endroit, qu'on met dans la poubelle au lieu de mettre dans le bac brun, ben ça nous coûte plus cher, on gaspille de l'argent, puis on n'oublie pas le double impact qu'on a parlé tantôt. Non seulement ça nous coûte plus cher upfront, juste le gérer sur la facture que l'entrepreneur me donne, ça me coûte aussi plus cher parce que je laisse plus d'argent sur la table à travers le programme de redevance. J'ai une moins bonne performance parce que j'ai mal trié. Oui, mais, les fameux oui, mais, on en a toutes, on en entend toutes, on est toutes capables de s'en dire à soi-même. Quelques exemples. Oui, mais je travaille, j'ai 3 enfants, il faut que je gère les lunchs, la garderie, le souper, les bains, le ménage. Je le sais, je suis exactement là-dedans à l'heure actuelle. J'ai pas le temps de bien trier mes déchets. Je vous mentirai pas en disant que c'est aucunement plus long. Oui, c'est un petit peu plus long, bien trier ses déchets. Ça va être beaucoup plus long si vous n'avez pas la bonne information. Si vous avez accès facilement et rapidement à la bonne information, c'est pas beaucoup plus long. C'est minime comme temps supplémentaire que ça va demander cet effort-là pour se référer à
une application sur votre téléphone intelligent vous pouvez consulter en 12 secondes, à un pictogramme que vous avez imprimé, que vous avez mis sur votre bac bleu, sur votre bac brun à l'intérieur de la maison pour « Ah oui, c'est vrai, ça, je peux le mettre dedans, je ne le mettrai pas dans la poubelle, je vais le mettre dans celui-là. » Le temps de plus que ça prend, c'est vraiment limité, donc pas beaucoup plus long de bien trier ses déchets. Il y a des outils qui existent, comme je viens de le dire, pour nous aider à faire un bon tri. Puis réalistement, si vous êtes dans cette situation-là que je viens de mentionner, qui est la situation pour beaucoup de personnes, tellement de sources de dépenses qui sont associées à tous ces éléments-là que, bien, probablement que chacun des dollars de votre budget compte. Est-ce que volontairement, consciemment, vous voulez faire le choix de jeter une partie de cet argent-là dans vos poubelles? Je pense qu'à ce niveau-là, ben oui, ça vaut la peine de faire ce petit effort supplémentaire-là. C'est sûr qu'on va perdre tout le monde si ce niveau d'effort-là, ça implique suivre un cours universitaire sur comment bien trier ces matières résiduelles. Par contre, c'est vraiment pas le cas. Puis les outils qu'on va voir tantôt vont le démontrer de façon assez rapide, où il y a des outils qui sont très faciles, conviviaux d'utilisation. Puis à ce moment-là, ben oui, non, on ne fera jamais 100% le bon tri. Le schéma de la poubelle qu'on regardait tantôt, où on avait un 68% qui étaient des éléments qui auraient plutôt dû aller dans le bac bleu ou dans le bac brun, si on est déjà juste capable de prendre de ce 68%-là la moitié en faisant un effort minimal pour se renseigner, on a déjà une augmentation de performance phénoménale en allant juste chercher ce tonnage-là sur la moitié de ce qui a été mal trié du bac bleu puis du bac brun. Donc non, ça ne sera jamais 100%, mais sans être 100%, ça peut déjà donner des bénéfices vraiment intéressants, autant environnement que financier, comme on a vu tantôt, si on fait de façon collective un meilleur effort de tri. Un autre oui mais, le cousin de la sœur de l'ami de mon frère a entendu que ça ne sert à rien de recycler puis de trier parce que de toute façon, tout ce que je mets dans le bac bleu, ça se ramasse au final au dépotoir. On a tous vu, certains documentaires, certaines nouvelles, où oui, effectivement, c'est le cas. Il y a un pourcentage de rejet dans les centres de tri. Je donnais l'exemple tantôt en début de présentation. Vous avez fait un mauvais tri, vous avez rempli votre bac bleu de cochonneries qui n'allaient pas dans le bac bleu, puis au final, ça a contaminé le camion de collecte, puis ce chargement-là du camion, quand il est arrivé au centre de tri, ils ont tout dompé ça par terre sur la dalle de béton, justement, pour éventuellement que ça soit pré-trié par une pelle, puis que ça rentre dans le processus de tri mécanisé. Puis éventuellement, ils ont vu, OK, ben non, c'est beaucoup trop contaminé, ça va être trop compliqué de réussir à tout trier ça. Donc, on la scrape, cette batch-là, pour prendre l'anglicisme, puis ça s'en va au dépotoir. Donc, oui, il y en a de ça. Par contre, si on regarde le pourcentage que ça représente, ces rejets-là, par rapport au tonnage total qui est bel et bien trié et éventuellement valorisé à la fin de la chaîne de valeur, ben c'est beaucoup plus faible, pour ne pas dire négligeable, la portion justement de ces rejets-là. Non, je ne dirais pas négligeable, parce que c'est quand même quantifiable, puis il y en a une certaine quantité, mais c'est de beaucoup inférieur à ce qui est vraiment valorisé. Puis ultimement, le pourquoi on veut faire le bon geste, puis le mettre au bon endroit, c'est pour que ça soit géré de la bonne façon. Ben oui, en grande majorité, ça va être géré de la bonne façon. Donc c'est un peu une fausse croyance, mauvaise publicité qui perdure à travers les années, qui est vraiment juste spécifique. C'est quoi le pourcentage qui est rejeté je ne l'ai pas dans la tête en ce moment, je te dirais, là, rough de mémoire, puis ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces chiffres-là. Là. On parle peut-être autour d'un, je dirais, 10%. J'essaie de me rappeler là, les chiffres pour mon CAM, puis la discussion que j'avais eue avec l'entrepreneur EBI qui l'avait estimé grossièrement. Là. Peut peut-être parler quelque part entre 5 et 15% dans ce range. La mauvaise information qui fait qu'à un moment donné, sans le vouloir, tu vois là-dedans. Exact. Oui. Dans tous les domaines, c'est vrai pour la gestion des matières résiduelles, c'est vrai pour n'importe quoi. L'ennemi numéro 1, c'est la mésinformation, le manque d'information, la mauvaise information. Tu sais, il n'y a personne qui est contre la vertu. Tu sais, ultimement, si je vous dis, au final, ça va vous coûter moins cher, votre municipalité, ça va coûter moins cher,
elle va vous donner plus de services ou elle va être capable de limiter vos augmentations de taxes ou de réduire votre taxe spécifique gestion des matières résiduelles. Ça va être mieux pour l'environnement, puis ça ne demande pas un effort beaucoup plus grand à le faire. Qui va lever la main pour dire « OK, non, moi, j'embarque pas, ça ne m'intéresse pas. » Il n'y a personne qui est contre la vertu. Par contre, c'est une chose de vouloir bien faire, c'est la première étape. Maintenant, le lien qui manque entre « je veux bien faire » et « je fais bien », c'est toute la portion « obtenir la bonne information » qui est l'objectif premier de la conférence aujourd'hui, qui est l'objectif premier des outils que je vais vous présenter rapidement tantôt, qui est l'objectif premier du plan de gestion des matières résiduelles que je parlais 2023-2030 qui s'en vient dans les prochains mois. C'est trouver c'est quoi les meilleures mesures qu'on est capable de mettre en place, autant au niveau MRC, au niveau municipalité Saint-Roch-de-Chican, au niveau vous les citoyens individuellement, au niveau industrie, commerce, institution, au niveau secteur CRD. Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en moyen pour faire le pont entre le bon vouloir, la bonne volonté, on n'est pas contre la vertu, puis vraiment réussir à faire un bon tri, puis aller chercher tous les bénéfices qu'on a vus qui viennent avec ça. Troisième exemple, oui, mais... Bon, ben parfait, c'est simple. Si ce qui me coûte le plus cher, c'est de tout mettre dans le bac noir, ben je vais tout mettre dans les 2 autres bacs. C'est réglé. Ultimement, ça va coûter moins cher, je vais avoir plus de services, ça va coûter moins cher de taxes. Bon, je l'ai déjà mentionné à 2 reprises, malheureusement non. Ça rentre dans ce qui a donné mauvaise presse justement au centre de recyclage puis les gros taux de rejet. C'est que oui, ces gros taux de rejet-là, puis ce qui peut faire varier le pourcentage que je disais tantôt approximatif sans avoir les chiffres en tête. Donc, tenez-moi-en pas rigueur du chiffre exact, mais c'est justement ça. C'est si à un endroit, le tri est vraiment mal fait, ben les taux de rejet vont être plus élevés, c'est sûr et certain. C'est ça qui va venir donner mauvaise presse à « OK, ben là, c'est des camions au complet qui ont été mis dans le bac bleu puis se ramassent dans le dépotoir. » Oui, mais sur le camion, sur ce qui a été mis au complet dans le bac bleu, ben dans ce camion-là, après avoir ramassé tous ces bacs bleus-là dans sa run de lait sur la rue, ben, il y avait peut-être 90% de son contenu qui n'aurait pas dû être mis dans le bac bleu en partant. Fait que oui, c'est sûr que rendu au centre de tri, il est obligé de l'envoyer au dépotoir. Fait que c'est là où justement le bon tri vient vraiment jouer, puis où il y a tout l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Les fameux outils, bon, pour essayer de nous aider à comment bien trier, bon, vous en avez un justement entre les mains sur vos chaises, le guide de tri de EBI. Donc, c'est quoi, rapidement, avec des pictogrammes, des types de matières, qu'est-ce qui, oui, je peux mettre dans mon bac bleu, qu'est-ce qui, non, va pas dans le bac bleu. Donc, est-ce que ça va répondre à 100% de vos interrogations? Définitivement pas. Est-ce que ça va répondre à la majeure partie de vos interrogations par rapport au bac bleu? Oui. La grande majorité des matières que vous allez vouloir mettre dans le bac bleu, ça va se retrouver là-dedans. Puis s'il y en a une que vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, ben oui, en regardant la liste des matières acceptées et refusées, ça va peut-être justement confirmer, OK, non, finalement, ça n'allait pas là. Donc, pour la grande majorité des matières, ça va être un gros plus. Il y a ce même guide-là par EBI pour les matières organiques. Donc là, on les a pas, ils ne sont pas imprimés ici, mais il y a l'équivalent pour qu'est-ce qui va dans le bac brun, qu'est-ce qui est refusé dans le bac brun. J'ai fait référence tantôt rapidement à une application mobile. Il y a une application qui s'appelle Ça va où de Recyc Québec. Je vais vous... C'est-tu la page suivante? Bon. Ça, c'est l'interface de l'application. C'est gratuit, ça se télécharge sur téléphone intelligent, ça peut être consulté directement en ligne à la maison sur un ordinateur si vous n'avez pas de téléphone intelligent. On rentre chercher un produit en haut, donc on rentre un type de produit, puis éventuellement, ça va nous dire à quel endroit ça va devoir être. Pour vous donner un exemple, je l'ai fait avec deux items. Donc, carton souillé, une boîte de pizza en carton souillé, on met ça dans le bac brun. Si la boîte de pizza en carton n'était pas souillée, bien à ce moment-là, si on met juste boîte en carton, l'outil va nous donner bac bleu. Le carton, c'est recyclable. Par contre, s'il est trop souillé, bien à ce moment-là, on ne peut plus le recycler, ça devient bac brun, compostable. Faites l'exemple avec de la litière pour animaux domestiques. J'ai rentré litière dans la poubelle, donc il n'y a pas de filière de valorisation à Montcalm en ce moment pour valoriser, puis à Montcalm à la très, très, très grande majorité des endroits au Québec, pour valoriser ce type de matière-là. Donc, on le met dans la poubelle. C'est ce que l'outil, le genre d'information que l'outil peut nous donner. Donc, c'est quand même... Oui, allez-y. C'est quoi l'histoire des sacs compostables?
Est-ce qu'on organise une conférence de 3 heures uniquement sur ce sujet-là? Je vais vous répondre très rapidement, donc sans rentrer dans le détail parce que ça serait le sujet d'une présentation en soi. Il y a beaucoup de... J'essaie de me rappeler le terme francophone, greenwashing en anglais, de... Peu importe c'est quoi la traduction en français, ça ne me revient pas en tête, mais justement que les compagnies, pour se donner une image verte environnementale, donc c'est ça un peu que ça veut dire, le greenwashing, pour se donner cette image-là, ben oui, ils vont produire, OK, cette matière-là est biodégradable. Ah bon, fantastique, biodégradable, on va s'en servir, puis on va envoyer ça dans le backburner pour aller dans le compost. Par contre, biodégradable, c'est un terme qui englobe, est-ce que par un processus biologique, ça peut se dégrader? Donc oui, ultimement, si dans un contexte idéal ou avec une température élevée fixe, avec un certain mélange de types de bactéries, micro-organismes types, avec un niveau d'humidité, donc si, tu sais, vraiment dans les conditions optimales, ça se dégrade, le sac peut être étiqueté biodégradable. Donc oui, parfait, il est biodégradable. Dans la plateforme de compostage, dans 40 ans, il va être encore là. Parce qu'il n'y aura jamais ces conditions spécifiques-là. D'où le pourquoi. Il y a certains sacs, c'est pas le cas pour tout. Il y en a certains. Moi, justement, à la maison, personnellement, j'utilise un sac en papier avec un liner ciré à l'intérieur, où lui est vraiment officiellement dégradable dans les conditions plus standards qu'on a dans nos plateformes de compostage. Mais ce n'est pas le cas de tous les sacs. Donc, ultimement, la position de EBI à ce niveau-là, c'est OK, ben non, on n'en veut pas du tout parce qu'il y a trop d'erreurs de personnes qui prennent les mauvais sacs. Sac en papier, pas de problème. Le papier, ça va bien se décomposer. Donc, si vous mettez ça dans un sac en papier, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est sûr que les liquides, les jus, bien, éventuellement, ça coule. Puis le sac en papier est moins résistant. C'est là où les sacs biodégradables, soit en certains types de plastique, résine, il y en a certains qui sont, oui, en style papier, mais que le liner, je sais les termes anglophones en tête aujourd'hui, mais la paroi de protection à l'intérieur du sac qui, elle, n'est pas nécessairement biodégradable, qui peut être dans un type de plastique. Donc, tu sais, c'est vraiment comme un domaine, sans dire un domaine à part, mais une sous-portion, les sacs biodégradables, oxo-biodégradables, qui, pour garder ça le plus simple possible, c'est rarement aussi facilement dégradable que les compagnies qui les mettent en marché vont vous laisser croire. C'est mieux. C'est mieux compostable, mais il faut vérifier au niveau de la composition du produit, justement, sous quelles conditions est-ce que c'est compostable. Est-ce que c'est vraiment conditions typiques de la très grande majorité des plateformes de compostage au Québec? Si c'est le cas, fantastique. Un sac de papier straight, c'est considéré comme compostable, puis parfait, go, bingo, on y va. Je n'ai pas nécessairement d'exemple en tête en ce moment, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait des sacs qui soient étiquetés compostables, qui soient, oui, compostables sous certaines conditions, mais pas nécessairement sous les conditions qu'on rencontre de façon générale, ou même dans les cas où ils seraient compostables sous les conditions qu'on rencontre de façon générale, le délai, des fois, peut faire en sorte que ça ne fonctionne pas, parce que si oui, il est compostable sans avoir le lot, justement, de taux d'humidité, de micro-organismes puis de température que je parlais tantôt, que tout est wow, ça fonctionne bien, sans avoir cette partie-là, si oui, il va se composter, mais sur une période de 4 ans, ben non, moi, mon compost, il faut qu'il roule, puis après ça, je redistribue le compost, je le vends, puis j'ai besoin de cette plateforme-là pour prendre les nouvelles matières organiques du bac brun, puis recommencer une nouvelle batch de compost. Fait que c'est là où, oui, ça va finir par se composter, mais à quel point dans l'horizon qu'on veut que ça se fasse, c'est là où ça dépend des types de sacs. Oui? Ça? Oui, sur les moyennes québécoises. Bon, du vieux linge. C'est pas parfait, on s'entend.
l'application est aussi calibrée avec votre adresse. Donc, ultimement, si à Saint-Roch-de-l'Achigan, les données qui ont été rentrées dans l'application, qu'il n'y a pas rien qui ressort en termes de dons de vêtements, organismes de bienfaisance, écocentres qui pourraient les accepter. Par exemple, ce n'est pas tous les écocentres qui acceptent les vêtements, mais il y en a qui en acceptent. Donc, s'il n'y a aucun de ces éléments-là sur le logiciel géoréférencé que Recycle Québec utilise pour monter l'application, bien, effectivement, les vêtements, on ne peut pas les mettre dans le bac bleu, on ne peut pas les mettre dans le bac brun. Si pour Saint-Roch-de-l'Achigan, il n'y a pas d'éco-centre qui les accepte, ce qui est le cas, vous n'avez pas d'éco-centre qui les accepte, bien, la finalité, c'est le bac noir. J'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas d'organismes de bienfaisance, d'aide communautaire sur le territoire de Saint-Roch qui pourraient accepter ces vêtements-là. Ça me surprendrait énormément, probablement par contre qui n'est pas rentré dans le système. Puis là, ben oui, ça peut être justement des pistes d'amélioration, de communiquer avec Recycle Québec. OK, ben regarde, moi je l'ai fait le test, ça me dit que je suis censé mettre mon linge dans la poubelle. Je le sais que trois coins de rue plus loin, il y a tel organisme qui les prend. Puis là, à ce moment-là, ben, ça peut être inclus après ça pour un processus d'amélioration continue. Je dirais le seul débouché réalistement qu'il y a pour ces vêtements-là, c'est déchiré en lanière puis revendu sous forme de chiffon dans des shops, par exemple, des garages mécaniques pour justement se laver les mains, laver la graisse. Puis, fait que c'est un débouché. Par contre, l'offre, le niveau de vêtements qu'on veut jeter est disproportionnellement plus élevé à la demande, aux besoins justement de ces entreprises-là d'avoir ces chiffons-là. Fait qu'ultimement, oui, c'est un des problèmes par rapport aux vêtements, c'est qu'en majeure partie, ça se ramasse en fin de vie dans les dépotoirs. Puis ça, c'est pas une question de mauvais tri. On parle plus d'une problématique de gestion des matières résiduelles. On tombe dans un autre ordre d'idée, on parle d'une problématique de surconsommation de l'industrie du vêtement. Puis là, c'est vraiment un autre problème à part qui entraîne son lot d'enjeux, mais qui a pour résidualité finale que, ben oui, ça finit dans les dépotoirs puis ça vient affecter négativement la gestion des matières résiduelles. Un bon exemple pour essayer d'éviter ça, puis là on déborde un peu de l'objectif de la présentation, mais tandis qu'on en parle, je vais rester court quand même. Principe de la responsabilité élargie des producteurs. Donc, ce n'est pas le cas pour les vêtements, l'industrie du vêtement, mais advenant que c'était le cas, puis que l'industrie des vêtements était assujettie à un programme de responsabilité élargie des producteurs, comme le sont les huiles usées, les piles, les tubes fluorescents. Le principe de la REP, responsabilité élargie des producteurs, c'est que toute la chaîne de production, donc du producteur au distributeur, au transporteur, au vendeur, tous les coûts, incluant les coûts en fin de vie du produit, donc ce fameux jeans-là troué que personne ne veut, puis qu'au final, c'est ta municipalité qui paye son enfouissement, ben, même ces coûts-là de la fin de vie de ce produit-là sont internalisés, donc c'est à la chaîne de production, distribution, vente de absorber ces coûts-là. Fait qu'ultimement, oui, ils vont vendre le produit un peu plus cher, mais dans un vrai système qui ferait plus de sens, autant côté environnemental que côté financier, puis justement qui aiderait à limiter la surconsommation de l'industrie du vêtement, bien, ça serait d'internaliser à même le prix de vente des vêtements le coût de gestion en fin de vie de ces vêtements-là. Fait que oui, tout le monde, nos vêtements nous coûteraient plus cher, on en achèterait moins, on en jetterait moins, mais ceux qu'on jetterait, ils ne coûteraient rien à votre municipalité parce qu'ils seraient repris dans le cycle. Ça serait aux producteurs d'assurer justement la valorisation de ces produits-là en fin de vie. C'est le cas pour certains types de produits, mais vraiment pas la majorité. Les vêtements en font pas partie. Autrement, sinon, outre cette application-là, puis les deux petits guides, les guides sont disponibles sur le site internet de la MRC aussi. En passant, là, je parlais tantôt du guide pour le bac brun qui n'est pas là. Il est accessible sur le site web de la MRC qui va être justement dans les prochaines semaines. C'est un de mes objectifs. La page web en lien avec gestion des matières résiduelles, plan de gestion des matières résiduelles va être remise à jour. Donc, l'information va être de nouveau à jour. Puis ces pamphlets-là sont disponibles avec d'autres informations intéressantes sur la gestion des matières résiduelles.
Il y a des pictogrammes imprimables, donc j'en ai 2 ici qu'on peut retrouver sur le site de Recycle Québec. Est-ce que ça couvre tous les produits? Non, définitivement pas. Mais déjà, si au moins ceux-là, on l'a collé sur notre petit bac brun sur le comptoir, puis sur notre petit bac bleu dans l'armoire, ben déjà, ça me donne une idée de s'enligner sur, OK, oui, quel type de produits vont plus dans un bac que dans l'autre, puis vont pas dans le bac noir. Donc, ça peut être des petits outils rapides, faciles, qui peuvent déjà aider à aller chercher une augmentation de performance. Si on veut le passer, on l'a vu. Bon, vous avez la version à gauche qui est pour le bac bleu, vous l'avez déjà entre les mains. Celle que je parlais pour le compostage, c'est celle à droite, qui indique, bon oui, c'est quoi les types de matières par rapport à, si on regarde le vert que vous avez pas entre les mains, la colonne de gauche, les résidus de jardin. Quels types de résidus de jardin sont acceptés, je peux les mettre dans mon bac brun. Quels types sont refusés, ça ne va pas dans le bac brun. Tous des petits outils qui aident sans avoir à se renseigner puis passer des heures et des heures à justement faire un meilleur tri. Maintenant, bon, je termine avec cette diapositive-là. OK, parfait. Moi, je trie déjà bien mes matières, je me suis renseigné, j'ai à cœur les causes environnementales. Est-ce que je peux en faire plus? Oui, certainement. Je dirais les prochaines étapes, puis ça fait partie aussi du plan de gestion des matières résiduelles que je vous parlais tantôt, qui va venir dans les prochains mois. On vise certains de ces éléments-là, en plus d'améliorer les pratiques de tri. Donc, on attaque plusieurs fronts à la fois. Renseignez-vous sur le réemploi, la réduction à la source, le zéro déchet. Bon, on a parlé un petit peu, là, très brièvement à l'instant, avec la surconsommation des vêtements. Ben oui, réduire à la source la quantité de vêtements qu'on achète, c'est déjà un pas de plus pour réduire les tonnages qu'on enfouit à la fin de l'année. Déchet qui coûte le moins cher à gérer, c'est le déchet qu'on n'a jamais créé, évidemment. Donc, portez juste par curiosité une attention à votre gaspillage alimentaire. Des fois, on reste surpris, même moi qui me considère comme quelqu'un de conscientisé aux causes environnementales et à la gestion des matières résiduelles. J'ai fait l'exercice, puis on se rend compte qu'on jette beaucoup plus de nourriture qu'on pense de façon exponentielle avec des jeunes enfants que je suis en train de réaliser. Donc, ça vaut la peine de juste l'avoir en tête puis de voir où on pourrait essayer de réduire un petit peu plus ce gaspillage alimentaire-là qui génère autant ça génère des déchets, autant c'est de l'argent gaspillé, la bouffe qu'on achète, qu'on envoie dans les vidanges. Donc, un double avantage à ce niveau-là. Puis, éventuellement, c'est pas parce qu'une matière est acceptée dans le bac bleu ou le bac brun que c'est nécessairement la meilleure place où on peut la mettre. Puis là, bon, je vais prendre 2 exemples parce que je ne veux pas rendre ça compliqué. Règle du pouce, la très grande majorité des matières, si c'est accepté dans le bac bleu, le meilleur endroit pour le mettre, c'est le bac bleu. Si c'est accepté dans le bac brun, le meilleur endroit pour le mettre, c'est le bac brun. Il y a quand même certaines exceptions. Par exemple, les feuilles mortes, votre gazon coupé, ça peut aller dans le bac brun. Ça va être envoyé à la plateforme de compostage. Par contre, c'est encore mieux de faire de l'herbicyclage, du feuillicyclage. Ça veut dire une lame spéciale qui n'est pas très dispendieuse que vous pouvez mettre sur votre tondeuse. On met la tondeuse à une certaine hauteur. Il y a un guide sur le site de la MRC, justement, qui explique comment le faire. On tond le gazon, on tond les feuilles. Moi, je ramasse jamais les feuilles chez nous. J'ai jamais de sac de feuilles au chemin. Puis j'ai des arbres sur mon terrain en masse. J'étonds, on l'étend sur le terrain, puis au final, à travers l'année, avec l'hiver, ça devient l'engrais pour le gazon. Donc, il y a certaines... C'est sûr qu'éventuellement, quelqu'un qui a des arbres à plus finir, qui a une quantité de feuilles, il va mourir d'un feuille, il ne sera jamais capable de faire ça pour l'ensemble de sa quantité. S'il est capable de le faire pour 10 %, c'est déjà 10 % de moins que ce qu'il envoyait avant. Si quelqu'un comme moi est capable de le faire pour 100 %, tant mieux, c'est 100 % de ce que j'aurais mis dans le bac brun avec. Il y a des coûts quand même à ce qui est mis dans le bac brun, on s'entend. D'où le pourquoi ce qui coûte le moins cher à gérer, c'est le déchet qu'on n'a jamais créé. Un autre exemple, des livres. Oui, un livre, je peux le mettre dans le bac de recyclage. Par contre, c'est plus intéressant qu'il soit donné à un œuvre de bienfaisance. Il y a des boîtes à livres de plus en plus qu'on voit à différents endroits où ce livre-là va pouvoir être réutilisé par quelqu'un d'autre. Puis non seulement il ne sera pas un déchet, il va même devenir un objet qui a de la valeur pour une autre personne. Donc, c'est ce genre de mentalité-là, puis de réflexion, puis de questions qu'il faut se poser quand on veut commencer à aller un petit peu plus loin. Partagez vos connaissances avec votre entourage. On l'a mentionné tantôt, l'ennemi numéro 1, c'est le manque de connaissances et d'informations. On est peu nombreux dans la salle ce soir, donc faites-vous un devoir d'être les porte-étendards de la gestion des matières résiduelles.
Si chacun de vous en parle juste à votre entourage immédiat de 2 points que vous avez retenus de cette présentation d'1h30 là, ben c'est déjà cette multiplication-là de personnes autour de vous qui vont être conscientisées un petit peu plus à certains comportements qui sont plus bénéfiques. Ces personnes-là vont en parler. Fait qu'éventuellement, c'est un peu comme ça qu'on peut réussir à aller chercher le plus grand nombre de personnes. Puis, oui, effectivement, la plus grande problématique avec laquelle on se bat, c'est le manque de connaissances, le manque d'informations, la mésinformation, comme on parlait tantôt avec l'histoire du recyclage, que ça ne sert à rien, ça s'en va tout dans les déchets. Un nouveau PGMR s'en vient, je ne me répéterai pas, je l'ai déjà fait à de multiples reprises, donc on va vous interpeller à différents niveaux dans les prochains mois, prochaines années pour... c'est l'affaire de tous, l'amélioration de la gestion des matières résiduelles. Donc, moi, j'ai un rôle à jouer en tant que coordonnateur à l'environnement à la MRC. Votre municipalité, vos conseillers municipaux, vos élus ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la performance à l'enfouissement. Vous, en tant que citoyen individuellement, vous avez votre rôle à jouer. Les industries ont leur rôle à jouer. Les entrepreneurs de construction-rénovation ont leur rôle à jouer. C'est là où vraiment, ultimement, chaque geste vient à compter, puis que c'est tous ensemble qu'on va être capable, ultimement, de faire une différence, puis commencer à renverser la tendance négative qu'on a observée avec les graphiques des dernières années, où on ne s'en va pas dans le bon sens par rapport à où on était le 2015, par rapport à la moyenne de la Naudière en 2015 et 2021. Donc, c'est là où définitivement, il faut qu'on fasse chacun notre part de travail et d'effort pour en arriver justement à aller chercher les bénéfices qu'on a vus qui sont associés à une meilleure gestion des matières résiduelles.